merci de nous retrouver dans Podium Jeunesse. La Covid-19 lui a ravi la vedette, mais il n'en reste pas moins un redoutable adversaire. L'ampleur de la maladie à coronavirus fait penser à plus d'un que le VIH n'existe plus, alors que chaque jour, de nouvelles infections surviennent surtout parmi les jeunes de 15 à 24 ans. Mais seulement un petit nombre d'entre eux sait qu'il est infecté. Comment inspirer et mobiliser le leadership des jeunes pour prévenir d'autres nouvelles infections au sein de la jeunesse. C'est l'unique et la principale question à laquelle mes invités et moi essaierons de répondre au cours de cette émission. Et pour en parler, de ma gauche vers ma droite, je suis avec Jabin Bakouyou. Il est le secrétaire général de MAJ ATBF, le mouvement d'action des jeunes de l'association togolaise pour le bien-être familial. À sa suite, nous avons Mathilde Ako. Elle est activiste impliquée dans la lutte contre le VIH au Togo et dans la sous-région. Ensuite, nous avons Ayat Ayeva. Elle est la présidente nationale de MAJ ATBF, le mouvement d'action des jeunes de l'association togolaise pour le bien-être familial. Et enfin, Noël Diakpa, il est assistant médical et spécialiste en santé et population. Chers invités, bienvenue à Podium Jeunesse. Je vous signale qu'au cours de cette émission, vous aurez ou vous suivrez le témoignage d'une jeune dame qui vit avec le VIH depuis plus de 10 ans. Comme je le disais tantôt, la lutte contre le VIH a été impactée plutôt par la maladie à coronavirus et vous l'avez certainement remarqué. Pouvez-vous partager vos analyses avec nous, Ayat? Merci beaucoup. Aujourd'hui, il faut noter que la pandémie du sida reste un défi pour la santé publique et fait même partie des objectifs du développement durable adoptés par la communauté internationale et togolaise. Et avec l'avènement de la COVID-19, l'état d'urgence a été décrété et nous n'entendons même plus parler de tout ce qui est VIH, de tout ce qui est maladie épidémiologique, de tout ce qui est paludisme ou tuberculose. Donc, vous conviendrez avec moi que beaucoup de financements, beaucoup même de communications sont passés ou bien sont orientés vers les investissements de la COVID-19 et on oublie certainement le VIH-Sida. Donc, il est très important aujourd'hui, je crois que c'est pour cela qu'on est là, de pouvoir voir les solutions afin d'intégrer les actions de COVID-19 avec le VIH. Merci, Noël. Merci, Pélagie. Il faut dire que avec l'avènement de la pandémie à COVID-19, les gouvernements ont changé leurs priorités. Cela fait que le VIH, ce n'est pas oublié, mais on n'a plus la pandémie, la lutte contre la pandémie VIH devant les projecteurs. A été ralenti. A été ralenti. Mais des actions, cela ne veut pas dire que les actions ne se passent pas. Ne se font plus. Il y a des actions qui se passent. Ça fait que, pour aller très rapidement, le Conseil national de lutte contre le sida, qui est l'instance suprême au niveau du pays en matière de lutte contre le VIH-Sida, il a pris des directives dès les premiers instants de la pandémie à coronavirus pour pouvoir rapprocher un tant soit peu les services de la population. C'est vrai, les regroupements étaient interdits. C'était normal parce que l'une des mesures pour contraindre la pandémie à coronavirus était l'interdiction des regroupements de masse. Mais qu'est-ce qui a été fait très rapidement? Des nouvelles stratégies innovantes ont été adoptées. Nous en parlerons tout à l'heure. Merci bien. Et nous en parlerons tout à l'heure. Je donne la parole à Mathilde. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je dirais comme Ayat et puis mon frère vient de le dire. Moi, je m'amuse toujours à dire que le coronavirus a volé la vedette au VIH. Exactement. Donc, le coronavirus a volé la vedette au VIH. Du coup, c'est comme si certains se demandent encore, ça existe encore? Ben, bien sûr, ça existe. Donc, il y a eu plusieurs choses qui ont changé. On était obligé de réorienter la prise en charge autrement. Il fallait adopter et réadapter les situations à l'heure. Du coup, parce qu'au niveau des centres de santé aussi, il y a cette peur-là d'être contaminé où les patients ne
venaient plus au centre. Du coup, comment faire pour que les ARV puissent arriver aux patients? Il fallait maintenant élargir la distribution communautaire des ARV, apporter le produit, les ARV aux patients chez eux à la maison. Donc, et aussi pour les réactifs, parce qu'il y a eu un ralentissement dans tous les secteurs, les transports, tout ça. Donc, il y a eu un coût aussi sur les réactifs qui devaient venir. Certains pays, c'est le retard des ARV. Donc, du coup, c'est tout un bouleversement. Et comme aussi Hayat vient de le dire, il y a eu une réorientation des financements. Parce qu'on se dit, c'est maintenant la priorité. Il faut maintenant réorienter les financements. Parce qu'on ne peut pas poursuivre 2 livres à la fois. Exactement, vers la COVID et tout. Donc, il y a eu un peu de laisser aller, mais heureusement qu'on a su s'éveiller à ça, parce que les PEVIH sont aussi plus à risque face au Covid. Ça, il faut vraiment... Donc, du coup, heureusement, il y a eu des communications qui ont été faites autour pour vraiment insister les PEVIH à ne pas faiblir dans leur traitement, à vraiment respecter les mesures barrières, parce que nous sommes vraiment plus à risque que plus exposés. Les autres populations. Merci. Chabin? Oui, il faut noter que, comme on le dit nous tous, la pandémie de Covid-19 a eu un effet sur la lutte contre le VIH-Sida. Nous savons que l'Afrique est le continent le plus touché à plus de 25 millions de malades avec le VIH, et que les effets de la pandémie, les conséquences liées à la lutte contre la pandémie de Covid-19 sur le VIH-Sida fait qu'il y a eu le retard dans le traitement des personnes. Comme le disait Mathilde, comment aller chercher les produits et les stratégies que Mathilde vient de donner ont porté leurs fruits. Il faut noter aussi qu'il y a la diminution du nombre de personnes qui se font dépister par rapport au regroupement et par rapport au déplacement. C'est pourquoi l'ONU-SIDA, cette année, a mis l'accent sur l'urgence d'éradiquer premièrement les inégalités liées à la lutte contre le VIH-Sida. C'est de ça que nous parlerons justement. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on dit toujours qu'il y a 2 cibles qui se retrouvent plus au cœur de cette pandémie du VIH. Il y a les femmes et les jeunes. Mais dites-moi, quels sont les facteurs qui accroissent la vulnérabilité des jeunes au VIH-Sida, Hayat? Nombreux sont les facteurs qui accroissent vraiment la vulnérabilité des jeunes avec le VIH-Sida. Aujourd'hui, il faut noter le manque d'informations de qualité en matière de VIH-Sida. Les jeunes n'ont pas d'informations de qualité en matière de VIH-Sida. Il y a également le multipartenariat. Parce qu'on veut se sentir viril. Qu'est-ce que vous voulez dire par information de qualité? Informations de qualité, ce sont des informations qui portent spécifiquement sur les risques d'abord des rapports sexuels non protégés en tant que jeune, et également des conséquences de ces rapports sexuels, qui sont les infections sexuellement transmissibles comme le VIH-Sida. Et comme je le disais, le multipartenariat. Aujourd'hui, les jeunes ont plusieurs partenaires. Ils se disent que, avec l'influence bien sûr de ses pairs, ils se disent que bon, parce que je suis jeune, pour montrer ma virilité, pour montrer que je vaux mieux que qui, voilà. Ils se donnent au sexe et voilà. Pour conséquence, c'est quoi? Avec plusieurs partenaires. Conséquence, c'est le VIH-Sida. Il y a également, n'oublions pas, les facteurs socio-économiques. La pauvreté, par exemple, qui conduit aux jeunes à la prostitution. Et là, le jeune a besoin des moyens pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, il s'adonne maintenant à la prostitution pour pouvoir subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, le jeune a plus peur des grossesses précoces et non désirées que du VIH. Donc, on ne voit pas l'ampleur ou bien la perception du VIH ou bien des risques du VIH-Sida n'est pas très bien vue par les jeunes. Donc, il est très important également à nous de pouvoir apporter ces informations aux jeunes. Les mariages précoces, les mariages forcés, tout ça également sont des facteurs qui peuvent conduire vraiment les jeunes à être infectés par le VIH-Sida. Donc, il y a de nombreux facteurs vraiment qui sous-tendent l'infection au VIH-Sida. Mathilde? Ok, merci beaucoup. Hayat vient de dire quelque chose que je voulais, moi, le dire autrement, en fait. Moi, je ne dirais pas qu'il y a manque d'information. L'information, elle existe. Mais est-ce que les jeunes sont intéressés à aller vers l'information? Aujourd'hui, les informations par rapport au VIH, les voies de contamination, de prévention, ce qu'il faut faire, l'information, elle est là. Mais est-ce que les jeunes sont intéressés? Il y a plusieurs centres conviviaux maintenant où les acteurs sont là pour vraiment discuter avec les jeunes. Mais est-ce qu'ils sont intéressés?
est-ce que ces jeunes y vont? Quand on nous appelle, on nous convie à ces genres d'activités, combien de jeunes sont intéressés à y aller? Donc, c'est la question qu'il faut se poser en fait. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas l'information? Nous avons aujourd'hui, presque tous les jeunes ont aujourd'hui un Android, et nous sommes sur les réseaux sociaux permanemment. Mais pourquoi nous n'allons pas plutôt aux informations utiles pour nous, notre vie, que de nous laisser dans le loisir et tout? Autre chose que je peux ajouter aussi, moi je le vois plus à la base, parce que moi, ma perception de la chose, c'est de la racine en fait vers le haut. sommet. Comment est-ce que nous, en tant que parents, nous éduquons nos enfants? Est-ce que nous donnons les bonnes informations à nos enfants depuis le bas âge? Comment est-ce qu'ils sont? Avec quel bagage nos enfants sortent de la maison pour aller dehors? Est-ce que c'est la rue qui éduque nos enfants ou c'est nous qui éduquons nos enfants? Donc, il faut qu'on essaie de voir tous ces paramètres. Exactement, parce que c'est des facteurs qui nous mettent à risque, en fait. Et puis, l'insouciance, le goût du risque, parce que l'autre a essayé quelque chose, je veux aussi l'essayer en tant que jeune, parce qu'on se dit, tu n'es pas à la page si tu ne le fais pas. Est-ce que c'est question d'être à la page ou c'est question de savoir ce qui est bien pour ma santé? Donc, nombreuses sont ces questions-là qui ont besoin vraiment de réponses pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que les jeunes sont vraiment à risque tant dans cette histoire de Merci Mathilde. Je voudrais revenir sur un point que Kayata a émis tout à l'heure avec Noël. Ayata dit qu'aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes ont plus peur des grossesses précoces que du VIH. C'est paradoxal et c'est inquiétant. C'est la triste réalité, Pélagie. En fait, vous savez, quand il y a un rapport sexuel non protégé, on a deux conséquences. Il y a les grossesses et puis il peut y avoir une infection sexuellement transmissible, dont le VIH-Sida. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes contaminé aujourd'hui par le VIH, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez développer la phase maladie. Vous avez le temps de vivre toute votre vie, 5 ans, 10 ans, tout dépend de votre système immunitaire et de comment vous vivez votre vie, avant que les premiers signes du VIH ne commencent. Alors qu'après un rapport sexuel aujourd'hui, après 3 semaines, vous pouvez sentir l'effet de la grossesse en même temps. Et là, tout le monde voit ça. Ah, je vois. Tout le monde voit ça. Tout le monde voit quoi? Tout le monde voit la grossesse. Tout le monde voit ça. Et puis, tout le monde commence par vous indexer. Exactement. Alors que le VIH, c'est toujours dans votre corps et ça crée des dommages. Donc, ça fait que les jeunes ont beaucoup plus peur de la grossesse que du VIH. Donc, ils mènent des vies, rapports sexuels sans protection. Qui les expose. Les jeunes ne sont pas loin de venir même dire ils disent que non, la priorité, c'est que je veux terminer mes études. Si après, j'ai une infection, je vais travailler, gagner de l'argent pour me faire traiter. Ah bon? Donc, un jeune qui dit ça, ça veut dire qu'il sait qu'il existe le mal, mais il ne veut pas se faire protéger. Mais la protection, parlons-en. À cause du plaisir? À cause du plaisir. Parce que, vous savez, le premier niveau de l'éducation de toute personne, c'est la cellule familiale. Mais nos normes, moi j'ai fait une étude là-dessus, au Togo, la non-utilisation du préservatif est beaucoup plus socio-culturelle. C'est tout ce qui nous entoure, comment nous vivons notre vie, qui fait qu'on a des différentes connotations sur l'utilisation du préservatif. C'est ça qui fait que les jeunes ne l'utilisent pas comme il faut. Si on prend les jeunes, ceux qui ont utilisé le préservatif au cours de leur premier rapport sexuel, le pourcentage est très faible. Donc, ils ont l'idée que, et comment faire pour ne pas tomber enceinte? Le problème de cycle menstruel. Le jeune dit non, je connais mon cycle, donc je ne veux pas avoir grossesse. J'ai mon rapport sexuel à tel moment de mon cycle, donc je ne vais pas avoir grossesse. Sans oublier que son partenaire peut lui transmettre le VIH. Malheureusement, c'est le constat qui est là. C'est ce qui est là. Donc, on ne peut que continuer par parler, sensibiliser, pour que tout le monde puisse prendre conscience. Les facteurs qui les exposent, Chabin? Pour ajouter à tous les facteurs qu'ils viennent de citer, il y a aussi la précocité des rapports sexuels. Plus l'âge est bas, plus il y a le risque d'avoir beaucoup de partenaires sexuels, comme l'a dit Ayat. Et avoir beaucoup de partenaires sexuels, c'est s'exposer
Et on va à des risques par exemple, sur le plan économique, ou peut-être que ton partenaire, par rapport à son côté financier, t'exige certaines choses qui te mettent à risque. Des pratiques sexuelles qui font que la fille, elle est la plus exposée. Elle se sent obligée. Obligée de le faire. Et aussi, comme on l'a dit, il n'y a pas manque d'informations, mais c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse, excusez-moi, a perdu un peu le repère par rapport... Par exemple, quand on prend 10 jeunes qui vont sur Internet, quand vous tapez dans leur barre de recherche, si ce n'est pas un truc lié à la comédie ou bien au sexe, ils ne vont pas chercher des informations, par exemple. À l'humour. Bon, vous voyez. Or, aujourd'hui, il y avait des publicités qui passaient, pincées, déroulées, des publicités. Vous voyez, on a perdu toutes ces bonnes habitudes de lutte contre le VIH-Sida. Et il y a le facteur religieux, comme on le dit, par rapport à l'utilisation des méthodes contraceptives, qui est là, notamment le port de préservatif correct, qui est le seul moyen qui peut nous aider à lutter, à ne pas avoir le VIH, comme l'a dit M. Noël, qui aussi entre en jeu. Ce qui est plus inquiétant, selon moi, c'est le fait que les jeunes aient l'information, mais choisissent le mauvais côté. Maintenant, Mathilde dit que les jeunes ont l'information. Ayat dit que les jeunes n'ont pas des informations fiables, de qualité. Comment vérifier s'ils reçoivent les informations dont ils ont besoin pour se protéger du VIH-Sida, Mathilde? Ok, vérification, mais il y a des enquêtes qui se font. Il y a des enquêtes, comme M. Joël vient de dire. Nous avons l'instance première, le CNLS, le PNLS, ils organisent. Je pense la dernière enquête par rapport à la connaissance des jeunes en matière de... C'était en 2016, 2016 qui est disponible sur le net. En fait, c'est de toutes petites questions. Hein. Est-ce que vous avez connaissance du préservatif? Quelle est votre dernière utilisation? Est-ce que vous avez une fois fait le test de dépistage? C'est ces petites questions-là qui permettent en fait de voir quel est le niveau de connaissance des jeunes. Et puis, mis à part les enquêtes, il y a aussi les données palpables. Quand nous allons dans les centres de soins, combien de jeunes sont venus faire le test de dépistage? Combien de jeunes sont venus pour la planification familiale? Combien de jeunes? En fait, c'est aussi des moyens pour savoir... Pour pouvoir y aller, moi, je me dis, si le jeune n'a pas l'information, s'il ne sait pas que les services existent, il n'ira pas dans un centre de santé pour le faire. Donc, s'il est venu, c'est parce qu'il a l'information. Il sait qu'en allant dans un centre de santé pour se faire dépister, pour avoir des informations, pour ne serait-ce que demander un préservatif, c'est qu'il sait qui pourra l'avoir là-bas. Donc, c'est aussi des lieux ou des endroits où on peut vraiment vérifier si les jeunes ont cette information, s'ils viennent et s'ils le pratiquent, en fait. Souvent, certains jeunes possèdent, certes, les informations, mais ils ne se protègent pas. La question que je me pose, est-ce que c'est par manque de compétences, c'est par manque d'appui, c'est par manque de moyens pour adopter des comportements surjamins? Ça dit que les comportements adoptés ne sont pas liés à l'état financier ou bien à l'état de quelqu'un. On dit, quand tu ne veux pas avoir le VIH, porte le préservatif. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont tendance à dire que manger une banane avec sa couverture, que ce n'est plus manger une banane. Donc, ce qui fait que les jeunes se disent, c'est l'information qu'on se passe. En fait, il y a deux alternatives. Porte le préservatif ou retarde le plus longtemps possible ton premier rapport sexuel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on parle encore d'abstinence? Justement, j'allais en venir. C'est comme si c'était vieux jeu. Justement, j'en venais pour dire que, comme Ayat l'a dit, la vraie information, ils ne l'ont pas. Parce qu'aujourd'hui, on dit, même j'ai lu un article récemment, on dit, si tu es vierge jusqu'à 30 ans, il y a des conséquences. Quand tu cliques sur l'article, il n'y a rien. Conséquences en termes d'inconvénients? Oui, en termes d'inconvénients, justement. Mais quand tu rentres dans l'article, il n'y a rien qu'ils ont dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, je n'attaque pas le média parce que moi, je suis du monde, mais ça veut dire que l'information vraie n'est plus là. Aujourd'hui, il y a peu de jeunes qui acceptent s'abstenir jusqu'à un âge donné. On parle de la précocité des rapports sexuels qui amènent le multipartenariat et qui est également une cause rapide pour que le VIH se répande dans le milieu jeune. Donc, les jeunes aujourd'hui, comme l'a dit Mathilde, il y a le cellule familiale qui doit jouer un rôle important pour passer la vraie information. Qu'est-ce que les parents disent à leurs enfants?
Quand tu ne dis rien à ton enfant, il va découvrir l'information chez ses pairs, à l'école, dans la rue. Et on ne va pas lui donner la vraie information. Il aura la fausse information où, quand tu es vers jusqu'à cet âge-là, c'est dangereux pour toi. Donc, il faut tout faire pour Il se faut tout faire. déclencher. Non, quand tu as des Paradoxe. rapports sexuels protégés, que non, le préservatif, il est mauvais, que moi, je suis sensible au latex, je suis quoi, ce qui fait que l'information est biaisée. Et vous voyez les conséquences qui sont sûres. Donc, voilà tout le problème au niveau de la jeunesse actuellement. Noël, vous travaillez beaucoup avec les jeunes. Oui, je travaille avec les jeunes. Et je pense qu'il faut nuancer. Il faut nuancer en ce sens quoi. Il y a des jeunes qui ont l'information, mais il y a des jeunes qui n'ont pas l'information. C'est important de nuancer. Les jeunes qui vivent dans des coins reculés, ils n'ont pas l'information. Ils n'ont pas la vraie information. Et tant qu'ils n'ont pas la vraie information, ils le font. Bon, celui qui n'a pas l'information n'a pas le pouvoir. Ils le font parce qu'ils ne le savent pas. Maintenant, pour ceux qui ont l'information et qui le font, bon, c'est un choix. C'est un choix parce que c'est dû au fait qu'il y a le réseau des pairs qui influence. Il se dit... Qui influence énormément. Qui influence énormément. Le réseau des pairs qui influence énormément. Il faut faire sans préservatif et vous allez voir la différence. Donc lui aussi, il veut essayer, sans savoir que c'est une seule fois. Et d'autres pensent que c'est lorsque je vais avoir plusieurs fois qu'il faut être contaminé, alors que c'est une seule fois. Pour la transmission, c'est une seule fois. Maintenant, concernant le dépistage, le fait que les jeunes ne se dépistent pas seulement les jeunes, les adultes aussi. Vous n'êtes pas étonné de voir des messieurs qui viennent, ils sont en couple, qui sont venus, mais au moment où, parce que vous savez que dans le protocole de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, le Togo a rendu le test de dépistage pour la femme enceinte obligatoire. Et donc, comme c'est obligatoire, quand la femme arrive, on doit dépister la femme et l'homme. Mais plusieurs hommes refusent. Ils disent que non, il faut dépister madame. Si elle est négative, ça veut dire que moi aussi, je suis négatif. C'est quelle logique, ça? Alors que ça n'a pas de logique. La femme peut être négative, vous pouvez être positif. De même que vous aussi, vous pouvez être... Et vice-versa. C'est ça qu'on appelle des couples séro-différents. Donc, le papa qui a déjà cette connotation du VIH, rapidement, qu'est-ce qu'il va transmettre à son enfant? Il ne va pas lui donner la bonne information et cela rejaillit. Donc, mais dans la vulnérabilité, si vous permettez, la pandémie liée la pandémie liée à coronavirus a rendu encore beaucoup plus les jeunes vulnérables. Parce que, vous avez vu, l'année passée, nos écoles ont été fermées durant 8 mois. Et selon le rapport du CNLS, c'est l'année où on a eu beaucoup plus de violences basées sur le genre. Parce que les jeunes ont passé tout leur temps à rester à la maison. Les parents partent au boulot. Et donc, 8 mois à la maison, ils n'ont pas d'éléments d'occupation. Et pour avoir d'occupation, peut-être c'est le sexe. Il y en a qui ont violé leurs camarades, leur petite sœur. Tout ça là a conduit donc à l'augmentation de la transmission au niveau des jeunes. Donc voilà ce que je voulais ajouter par rapport à la vulnération. Merci beaucoup. Je signale à nos amis téléspectateurs qu'ils peuvent déjà commencer à contribuer à nos échanges en nous envoyant des SMS au 92 29 83 88 ou par WhatsApp aussi, 92 29 83 88. Est-ce que je dois dire que nous arrivons à un moment important de nos échanges? Oui. Mathilde, rebonsoir. Bonsoir Pélagie. Bonsoir Pélagie. Je voudrais vraiment te remercier pour cette décision que tu as prise de nous parler de vous. Vous êtes une personne vivante avec le VIH depuis plus de 10 ans. À quel âge avez-vous connu votre statut et quelle a été votre réaction? Merci beaucoup, merci Pélagie. Comme vous venez de le dire, ça fait plus de 10 ans que je vis avec le VIH. C'était très jeune, 17 ans. 17 ans, si j'ai bonne mémoire. 17 ans, j'étais en classe de première. J'avoue que de façon normale, comme toute autre personne normale, ça n'aurait jamais été facile ni un truc de joie. C'était difficile. C'était vraiment une étape très, très, très cruciale, dure, que j'ai eu à passer. Mais ma force,
la force que j'avais en ce moment, c'était le soutien de ma famille. Ok. C'était le soutien de ma famille où j'ai pas été délaissée d'aucune part. Non, ni mon père, ni ma maman, ni mes frères et sœurs, nous sommes 4. J'ai vraiment été soutenue. Et ça m'a permis, après, au fil des années, de pouvoir avancer. Et l'autre question que je vous poserai, je me la suis posée tout le long de cette semaine, après nos échanges. Qu'est-ce qui vous a motivé ou qu'est-ce qui vous motive à vouloir témoigner à visage découvert? Parce que beaucoup de personnes, dans votre cas, ne l'auraient pas fait ou l'auraient fait à visage couvert. C'est vrai que ça n'a pas été facile, comme je viens de le dire. Oui. Ça n'a pas du tout été facile. Mais arrivé à un moment donné, il y a une autre... En fait, le VIH m'a permis de me redécouvrir, en fait. Ça m'a permis de me redécouvrir, d'avoir une nouvelle de voir une nouvelle facette de moi. Avant, j'étais aussi dans cette oubliette de je ne voulais pas qu'on sache aussi, parce que j'ai subi énormément de stigmatisation, de discrimination. Surtout mes dernières années de lycée et à l'université. Ça n'a pas du tout été facile pour moi. Mais quand j'ai terminé ma licence et que je suis revenue, j'ai été prise en charge dans une ONG, ONG Espoir Vie Togo, où j'ai redécouvert une nouvelle face du VIH, en fait. J'ai redécouvert une nouvelle face du VIH. C'est par là que je suis rentrée dans le monde communautaire. Le monde communautaire où j'ai eu la chance vraiment de rencontrer d'autres visages, de voyager, d'aller dans la sous-région, d'aller un peu partout et de découvrir d'autres jeunes qui sont dans la même situation que moi. Et arrivé un moment, un jour, j'étais là stupéfaite. Je regardais des jeunes filles qui étaient moins d'âge que moi, d'autres un peu plus âgées, mais qui assumaient leur sérologie. C'est là que je me suis dit, mais attends Mathilde, si elle le fait, c'est que toi aussi tu peux le faire. Ce n'est pas la fin de la vie. Ce n'est pas la fin. Tu peux aussi être une boussole pour d'autres jeunes qui sont aussi dans la même situation. Donc ça a vraiment essayé de changer ma mentalité. Je me suis dit, je ne mourrai pas du VIH, mais je mourrai avec. Mais pour cela, il faut que je puisse aider les autres jeunes, que mon expérience serve de leçon à d'autres jeunes qui sont peut-être dans la même situation ou aider d'autres jeunes à ne pas tomber aussi dans le même piège que moi. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas aller? Parce que moi, j'ai déjà assumé tout ce que les gens diront. Peut-être aujourd'hui, les gens me verront, après ils me disent « Ah, Mathilde, elle a témoigné, Mathilde, elle a dit ci. » Mais ça, c'est votre problème. Ça, ce n'est plus moi. Comme on le dit, le chien aboie, la caravane passe. Donc, moi, j'essaie de m'imposer, d'impacter comme je le peux pour pouvoir sortir, même si c'est un jeune. Aujourd'hui, je suis là à Podium Jeunesse, je le dis. Peut-être un jeune me voit, une jeune fille me voit, me dira « Ah, donc, c'est vrai. Donc, si je suis dans ce cas, si elle arrive à vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Donc, qui sont séronégatifs. Qui sont séronégatifs. J'ai une fille, un garçon qui sont séronégatifs. Alors, c'est que c'est possible. C'est vrai que on s'est rencontrés, ça fait 2-3 ans, je ne sais même plus. Ce qui m'a marqué la première fois quand je l'ai rencontrée, c'est qu'elle est débordante de vitalité, je vous assure. Elle est débordante de vitalité à fond, elle est positive à fond. Et c'est juste au cours de nos échanges, au cours de la semaine, je me disais qu'elle blaguait en fait. Quand elle m'a dit qu'elle était un peu VIH, je me disais qu'elle blaguait, la jolie dame là. Mais bon, quel est l'impact réel que cette infection a eu sur votre vie? Parce que vous me disiez que la plupart des gens qui sont des PVVIH disent « le VIH m'a tout volé ». Mais vous dites « le VIH m'a tout donné ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Exactement. Je le dis souvent, que le VIH m'a tout donné. C'est vrai, ça m'a permis de traverser une première phase très difficile. Mais en traversant cette phase difficile, je me suis redécouverte comme je l'ai dit. Je me suis vraiment redécouverte comme je l'ai dit. Ça m'a permis de relever beaucoup de défis. Parce qu'au début, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cru à moi. Beaucoup de personnes qui se sont dites non, ça là, c'est 2-3 jours, quand ça va finir, elle va partir avec. Mais il fallait que je leur montre que non. Donc, ça m'a permis d'aller au-delà, de pouvoir continuer mes études et de pouvoir terminer. Aujourd'hui, j'ai un master. J'ai un bac+5. Ce qui veut dire que je voulais vraiment montrer
Dans quel domaine? Que j'avais la capacité, dans quel domaine tu as le master? En gestion de projet. J'ai eu une licence en sociologie et j'ai fait un master en gestion de projet, passation de marché. Donc, c'était pour montrer surtout à mes jeunes, à mes amis qui, vraiment, au niveau, sur les bancs, dans l'université, à l'université, qui m'ont vraiment discriminé, stigmatisé, qui n'ont pas cru en moi, qui ont vraiment sorti de n'importe quoi, pour dire que je peux y arriver, j'y suis arrivée. Aujourd'hui, je ne peux pas dire grâce au VIH, oui, avec le VIH m'a donné un mari formidable. Un mari formidable, coucou à mon chéri qui me suit actuellement. Le VIH m'a donné un mari formidable et des enfants magnifiques. Le VIH m'a permis de pouvoir m'ouvrir au monde, et de pouvoir vendre le monde autrement. Malgré tout, il y a de l'espoir. Quand on sourit ça, la vie nous sourira. Donc, pour dire que le VIH, moi, personnellement... Elle est célèbre. Merci beaucoup, Mathilde. Elle ne mérite pas des applaudissements. Oh là là. Merci pour la perche que tu as tendue à beaucoup de jeunes cet après-midi. Plus de 40 ans après le début de la pandémie à VIH-Sida, vous le confirmerez avec moi, une majorité de jeunes manquent encore d'informations sur les IST. Dites-moi, comment mobiliser, inspirer le leadership des jeunes pour prévenir d'autres infections au sein de la jeunesse? Jamais. Pour s'y faire, ça doit continuer à sensibiliser, comme on le dit, premièrement. Il faut continuer. Comme on l'a dit, le coronavirus a eu un impact sur sensibiliser là. Mais aujourd'hui, on est en train de sortir progressivement. Il faut continuer à sensibiliser. Et on sensibilise où et comment? On sensibilise toujours la couche jeune et adulte également. Toute la population est concernée. Tout le monde est passible de passer l'information et qui peut sauver. En plus de ça, il faut sensibiliser à tout moment, comme on le dit. Et à tout moment, il faut qu'on revienne à nos vieilles habitudes de spots publicitaires qui parlent de VIH-Sida, comme on le fait pour le coronavirus. Il faut revenir à ça. Il faut qu'on retrouve nos pancartes. Mais on se dit que l'urgence, c'est la COVID-19. Et le sida est une urgence aussi à côté. Et le palu aussi, c'est une urgence. Justement. et justement, les communications sur le palu continuent. Pourquoi pas pour le VIH-Sida? On veut retrouver encore les tableaux d'affichage dans les rues, où les messages sont clairs. Ça permet du moins que la population soit du moins épargnée. En plus de ça, il faut aussi aider les organisations qui s'y engagent. C'est très, très important. Aujourd'hui, les organisations n'arrivent pas à le faire, ou soit sont limitées par rapport, généralement, à leurs ressources. Il faut les pousser, il faut leur donner ce souffle pour qu'ils continuent le travail qu'ils font. Et il faut également inciter aux jeunes le leadership. Et pour ce faire, il faut former ces jeunes. Il faut les outiller. Renforcer leurs compétences. Pour qu'ils soient vraiment des agents qui sont passibles de passer l'information. Moi, entre-temps, pour mon engagement depuis plus de 10 ans au cœur de la TBF, des fois, ils sont tentés de m'appeler Monsieur Préservatif. Vous voyez un peu, ça veut dire que n'importe où je passe l'information importante qui est protégez-vous. Donc, il faut que chacun soit cet agent-là dans son environnement pour qu'on arrive vraiment à amener les jeunes à vraiment avoir peur, comme on le dit, des grossesses précoces et des IST aussi. Et surtout pour avoir comme vision une génération sans VIH-Sida. Mobiliser, inspirer le leadership des jeunes. Exactement. Moi, je continue d'insister sur les informations de qualité et claires en matière de santé sexuelle et reproductive, puisque le VIH-Sida également fait partie de la santé de la reproduction. Aujourd'hui, lorsque le jeune va dans un centre de santé, dans une formation sanitaire, il faudrait que le prestataire soit capable de bien l'accueillir et de lui donner des informations de qualité. Lorsqu'il va, par exemple, dans une pharmacie ou bien dans une boutique ou dans une formation sanitaire, il faudrait qu'on ne lui regarde plus d'un seul œil pour dire, au lieu de payer le préservatif, on paye du savon à la place du préservatif parce qu'on l'a regardé, on l'a stigmatisé d'une certaine manière et il retourne faire des rapports sexuels sans se protéger. Donc, il est très important aujourd'hui qu'on puisse donner aux jeunes des informations claires et de qualité en ce qui concerne le VIH-Sida. Il est très important, je crois, de mettre également en place, de mettre les jeunes au cœur de tous les plans stratégiques comme opérationnels. Il faut impliquer les jeunes dans l'élaboration
dans la mise en œuvre, dans le suivi et l'évaluation de nos plans stratégiques et les plans opérationnels que les organisations, pourquoi pas même que le gouvernement est en train d'élaborer. Comme Jabel l'a soulevé, il est très important aussi de pouvoir soutenir les activistes sociaux en matière de santé de la reproduction. Aujourd'hui, récemment, moi, je viens de lancer 21 informations utiles en matière de VIH-Sida sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser autant pour moi les réseaux sociaux pour vulgariser l'information en matière de santé de la reproduction, en matière de VIH-Sida, les risques qui courent autour de cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Donc, il est très important pour nous de vraiment soutenir ces activistes. Aujourd'hui également, nous sommes en train de voir dans quelle mesure, pourquoi pas, comment on parlait de comment vérifier si les jeunes ont la bonne information. C'est de faire des activités sur le terrain. Moi, je prévois par exemple rencontrer l'an prochain, pourquoi pas 3000 jeunes à l'intérieur du pays pour vraiment voir leur perception des choses sur le VIH, etc., afin de leur donner des informations de qualité. Les jeunes en ont vraiment besoin. Il faut associer les jeunes, bien fédérer les organisations de jeunes afin qu'ils puissent travailler ensemble et donner plus d'impact, faire plus d'actions en matière de VIH-Sida. Je n'oublierai pas également l'aspect de l'éducation sexuelle complète. Il est très important, je précise toujours important, c'est très important en fait de pouvoir inclure le programme de l'ESC dans nos curricula de formation et tout en renforçant bien sûr la capacité des professeurs. Voilà, pour que lorsqu'ils arrivent sur le module du VIH-Sida, ils sachent quoi dire, pour ne pas laisser le cours aux élèves ou bien les envoyer par WhatsApp de le copier. Il est très important que lui-même il puisse rester là-bas et donner l'information sur le sexe, qui est tabou. Oui. Merci Ayat. Quand nous parlons d'inspirer, de motiver le leadership des jeunes, la première chose à considérer, c'est de reconnaître l'importance de la voix des jeunes dans cette lutte. Parce que c'est vrai, on l'a dit, ils se retrouvent au cœur de la pandémie, mais en même temps, ils sont l'espoir pour qu'on ait une génération sans VIH-Sida. Oui, merci Pélagie. D'abord, bravo à ma soeur Mathilde, c'est bien ça. On a besoin de témoignages pareils pour pouvoir démystifier le VIH. Pour que les jeunes savent que le VIH, c'est une réalité. Qu'ils sachent, oui. Parce que les jeunes ne savent pas que... Il y a certaines qui disent que non, on dit le VIH, ce n'est pas vrai. En fait, je vous coupe pas la parole. Oui. C'est qu'à l'apparition du VIH, on voyait sur les affiches ou même dans les vidéos des gens qui ont complètement dépéri. On pouvait même compter leurs côtes, leurs os. Mais aujourd'hui, le phénomène est tout autre. Est-ce que vous voyez? Mais nous, en Afrique, on a besoin de voir pour croire. C'est l'un des problèmes que nous avons. Justement, c'est la communication qui est faite au tout début, là, a beaucoup plus caricaturé le VIH. L'étape là, c'est la phase cachétique du VIH. Et c'est la phase SIDA. Donc, on ne doit pas dire, on doit voir ça là avant de croire. On a besoin de témoignages pareils pour que nos jeunes là, ils touchent du doigt la réalité. La réalité. Qu'ils touchent du doigt la réalité. En sachant qu'en faisant un rapport sexuel aujourd'hui, je peux avoir le VIH et c'est après 10 ans que la maladie va commencer à se manifester. Mais une fois que tu l'as, tu l'as. Ce n'est pas pour faire la promotion de s'infecter par le VIH pour connaître sa vie, mais c'est beaucoup plus pour insister les jeunes à se faire dépister, à connaître leur statut sérologique et à savoir les dispositions à prendre. Si vous êtes négatif aujourd'hui, ça veut dire que vous serez négatif à vie, si et seulement si vous n'avez pas pris les conditions. Merci beaucoup. Les conditions commencent à pleuvoir. Monsieur Noël et Ayat, la question vous est adressée. On voudrait savoir où est-ce qu'on peut trouver les préservatifs dans la région des Savanes? Merci beaucoup. Merci pour la question. Le préservatif dans la région de Savane, région Savane bien sûr. Dans la région de Savane, vous allez dans les centres de santé publics. Je commence par citer le CHR d'Apaon, la polyclinique de Dapaon, le centre, tous les CMS Tandouaré, Barkouassi, il y a le préservatif. Maintenant, il y a ce que nous appelons les agents de santé communautaires. Les OSC. Les ASC. Les ASC. Ils sont nombreux dans la région des Savanes. Vous allez chez n'importe quel ASC parce que maintenant, il y a ce que nous appelons le programme intégré.
Les ASC font un peu de tout. On les forme sur le palu et la distribution du préservatif. Donc, ils ont ça avec eux. Mais je comprends la question de notre ami, parce que, vous savez, dans les coins reculés, il faut y aller pour savoir la réalité. Il y a des jeunes qui vont, parce que c'est le béninois qu'on appelle souvent le dadje, qui vend un peu de tout dans le village. C'est là-bas il y a du sourabi, c'est là-bas il y a du savon, c'est là-bas il y a du préservatif. Les parents sont là en train de prendre leurs cigarettes avec du sourabi. Toi, tu ne peux pas venir dire, moi, je veux préservatif. Parce qu'ils sont devant au comptoir. En fait, le fait que nous répondons à cette question, je prie les parents de nous comprendre, ce n'est pas que nous sommes en train d'inciter les jeunes aux actes sexuels, mais c'est important qu'ils se protègent aussi du fait qu'ils possèdent l'information, mais ils n'optent pas de faire ce que l'information dit. C'est très important parce que notre société, notre communauté a une, appréhension assez biaisée du préservatif. Merci beaucoup, Pélagie. C'est important. Je rappelle que le premier moyen et le moyen le plus sûr pour lutter contre le VIH ou bien pour prévenir le VIH, c'est l'abstinence sexuelle. Merci, c'est le premier moyen et le moyen le plus sûr. Une autre question. Bonsoir. Malgré l'effort qu'on mène, les personnes vivantes avec le VIH sont toujours mises à l'écart de la grande masse. Aujourd'hui, par exemple, si tu as le virus, on ne peut pas te recruter à des postes stratégiques. Comment y remédier? Très belle question. C'est Mathilde qui va répondre à ça. Oui, c'est Mathilde qui va répondre. Très belle question. Justement, oui, elle a un poste stratégique. Vous avez déjà un poste stratégique. Très, très belle question. Je pense que c'est l'autre facette aussi de la lutte maintenant. La stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Mais l'autre chose que nous, personnes vivant avec le VIH, nous-mêmes, nous ne connaissons pas, c'est la loi portant protection des personnes vivant avec le VIH. Il y a une loi qui nous protège. Dire maintenant, aujourd'hui, sur le territoire togolais, qu'à cause d'un statut sérologique d'une personne, on ne peut pas l'embaucher à un poste, c'est puni par la loi. C'est puni, c'est qu'il n'y a plus ça, quoi. Il n'y a plus ça. La personne qui se trouve dans cette situation peut porter plainte, c'est possible. Pas directement aller vers la justice ou ça, mais c'est tout un processus, en fait. Cette personne, si par exemple, moi, je suis devant cette situation où on me refuse un poste, où on m'oblige à faire à montrer mon résultat sérologique avant de pouvoir avoir accès à un poste donné, je ne suis pas en droit de le faire, non. Si toi-même tu veux le faire, d'accord, mais on ne peut pas m'obliger. Et pour ça, il faut que je porte l'information. Nous avons maintenant ce que nous appelons des médiateurs qui sont dans pratiquement tous les centres de prise en charge. Je porte l'information vers le médiateur qui me suit. Au niveau du Togo, nous avions un observatoire de lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Il y a pratiquement tous les médiateurs qui sont dans les centres de prise en charge qui font partie de cet observatoire-là. Du coup, le médiateur, à son niveau, porte l'information au niveau de l'observatoire. Et là, maintenant, on essaie de déclencher la procédure pour pouvoir avoir gain de cause. Du coup, aujourd'hui, c'est punissable, ce n'est pas autorisé qu'on puisse exiger ou bien se servir du statut sérologique de quelqu'un pour lui empêcher, même que ce soit un service de santé ou de travail, c'est punissable. Et la loi le dit clairement. Quelqu'un nous écrit depuis ce codé, il voudrait savoir si vous ne pensez pas que le fait que le sexe, parler du sexe soit tabou dans la plupart de nos communautés constitue d'une manière ou d'une autre un frein à la sensibilisation relativement au VIH-Sida. Oui, Ayat. Oui, exactement. C'est l'un des facteurs également. Le tabou sur le sexe est l'un des tabous dans nos communautés. On n'arrive pas à parler du sexe
à son enfant parce qu'on se dit qu'on veut lui conduire à la débauche. Aujourd'hui, nous-mêmes, lorsque nous parlons du sexe, on nous dit que nous conduisons les jeunes à une débauche, mais pourtant, ce n'est pas ça. Lorsque le jeune a des informations claires et de qualité, je reviens toujours et j'insiste là-dessus, sur le sexe, sur les risques du rapport sexuel, je crois que le jeune ne va pas s'adonner au sexe. C'est pour cela que nous faisons la promotion de la communication entre parents-enfants. Il est très important aujourd'hui que le parent puisse communiquer avec son enfant sur la gestion du cycle. Ce n'est pas seulement la maman, le papa également peut le faire. Sur la gestion du cycle, sur les risques qui tournent autour comment on appelle du rapport sexuel. Également, nous collaborons bien sûr avec les leaders religieux communautaires également, qui ont un renforcement de capacité en matière de santé de la reproduction pour que les jeunes puissent avoir ces informations de qualité. Donc, ça ne doit pas être un tabou. Nous devons lever le voile et briser le tabou en matière de sexualité aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Afobodi Sayaou, il nous écrit depuis Koussountou, Tchamba. Il dit que les jeunes, dans leur milieu, n'ont plus confiance aux agents de santé. Autrement dit, il divulgue le secret. Comment est-ce qu'on peut résoudre cela? OK. Je pense que c'est important de prendre connaissance de la loi protégeant les personnes vivant avec le VIH. Parce que même dans les libellés, il y a même des restrictions par rapport à ce que l'agent de santé doit dire. Vous savez, tout agent de santé a prêté un serment que nous appelons le serment d'Hippocrate. Et ce serment d'Hippocrate, c'est que la confidentialité, c'est très important. Lorsque vous divulguez le statut sérologique d'une tierce personne à une autre personne, sans son consentement, la loi va agir. La loi va agir. Donc, je pense que si on n'a plus confiance en un agent de santé, là, ça veut dire que c'est grave. C'est grave parce que l'agent de santé, c'est quelqu'un qui a ses oreilles, les deux oreilles ouvertes, mais la bouche fermée. Un agent de santé ne doit pas parler jusqu'à ce que la population va dire qu'il n'a plus confiance en lui. Donc, je pense que s'il y a je ne crois pas que ce sont tous les agents de santé de Koussountou. Peut-être c'est certains qui ont posé justement, l'acte. je pense qu'il peut y avoir certaines brebis galeuses qui sont là, mais il suffit juste de pouvoir ramener les gens à la raison. Et puis, c'est tout. Sinon, je pense que tous les agents de santé formés connaissent leur métier. Connaissent leur métier. Je voudrais que nous revenions sur la mobilisation du leadership des jeunes. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de réunions qui se font, il y a des stratégies qui sont élaborées, mais souvent, c'est dans la mise en œuvre qu'on fait appel aux jeunes. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de jeunes sont très engagés. Ayat, je vous admire parce que je vous ai connu sur les réseaux sociaux avant qu'on ne se rencontre et c'est votre engagement qui m'a interpellée. Vous, en tant que jeune musulmane, vous êtes très engagée sur l'éducation sexuelle, vous êtes engagée sur les problèmes des IST et je ne sais pas comment vous vivez cela avec vos pères. Comment vous regardez? Je me rappelais très bien, mais j'ai l'habitude de dire, je suis une personne séropositive. J'ai l'habitude de l'affirmer, en fait. Je ne suis pas bien, je suis une personne séropositive, mais j'ai l'habitude de me mettre à la place des autres, en fait, pour porter vraiment la voix des sans-voix, la voix de ces personnes qui n'arrivent vraiment pas à pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je me mets toujours à la place des jeunes. Et avec les capacités, les compétences également que j'ai, j'essaie de divulguer, de vulgariser autant pour moi les informations que j'ai. Ce n'est pas du tout facile parce que je viens d'un milieu où la sexualité est tabou, où tout ce qui est religion, tout ce qui est culture, vraiment, c'est à forte dose dans ma communauté. Mais je dirais également que j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup soutenu. C'est ça également. Lorsque vous avez une famille qui vous soutient, c'est très important. Aujourd'hui, je suis sûre que maman est en train de me regarder actuellement et le papa également. Donc, et ils sont fiers. Ah ouais, OK. Ils ne peuvent qu'être fiers, voilà. Donc, voilà, je reçois parfois des stigmatisations. Voilà, tu as été mal éduqué. Tes parents ne t'ont pas très bien éduqué. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu parles de la sexualité comme tu le faut. Tu es gâté dans notre jargon, comme on le dit. Tu as déjà des rapports sexuels. C'est pour cela que tu amènes les jeunes. Parce que moi, on me dit que j'encourage les jeunes à pouvoir aller vers le sexe. Pourtant, ce n'est pas ça. Donc, on subit vraiment, tous les activistes engagés en matière de santé de la reproduction, on subit des injustices, des moqueries parfois même.
Sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes vraiment pas fort psychologiquement, vous ne pouvez plus continuer votre activité en matière de santé de la reproduction. On vous met des commentaires pas possibles. On vous injure. Voilà, il y a même, autant pour moi, des autorités même qui le font. Mais des adultes, de vos aînés qui pourront toutefois c'est vous de conseiller. l'ignorance. De l'ignorance. Donc, il est très important aujourd'hui qu'on puisse percevoir très bien tout ce qui est sexualité, tout ce qui est personnes vivant avec le VIH, tout en les soutenant, en les acceptant aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis séropositive. Merci. Merci pour ton courage. Nous nous adressons à deux types de jeunes aujourd'hui. Les jeunes vivant avec le VIH-Sida et les jeunes qui sont séronégatifs. Quel conseil avez-vous pour ces deux cibles? On commence avec Chaban. Et avant de donner un conseil, je voulais rappeler que quand nous divulguons les informations liées au sexe, on ne parle pas de rapport sexuel. OK. Je prends pour preuve le manuel d'éducation sexuelle complète qui parle de sexualité dans toute sa diversité. Aujourd'hui, il y a des attaques, comme le dit Ayat, qui dit c'est vous qui amenez les gens à aller au sexe. Or, comme l'a dit M. tout de suite, le premier et seul moyen aujourd'hui de ne pas avoir VIH, comme on le dit, c'est de s'abstenir. Et c'est ce message qu'on porte. Mais aujourd'hui, vu que la société est hyper active en matière de sexualité, la barrière, c'est le préservatif. Donc, c'est juste rappeler aux parents, comme on le dit, que nous n'amenons pas les jeunes à aller au sexe, mais nous sommes des gens même qui... Il y a des témoignages où les gens disent c'est à cause de toi ou bien à cause de vous que, entre-temps, j'avais rapproché et écourté mon temps pour aller au sexe. Il y a des jeunes qui me gênent, que j'envoie tout le temps à M. Noël, ici, qu'il aide justement pour la prise en charge. Le conseil aujourd'hui, c'est de dire aux jeunes, ne prenons pas des risques inutiles. C'est deux mots. C'est abstinence ou protection. Mathilde? OK, merci. C'est quoi cette grande inspiration que tu fais à chaque fois Je vais tout d'abord parler sincèrement, à cœur ouvert, aux jeunes qui vivent déjà avec le VIH. OK. Je vous dis seulement qu'il y a de l'espoir. Le VIH, ce n'est pas une fatalité. Ça n'a jamais été une fatalité, ça ne sera jamais une fatalité. Aujourd'hui, si vous le voulez, vous êtes avec le VIH, vous vivez avec le VIH, mais vous ne mourrez pas du VIH. Mais vous mourrez avec le VIH. Mais cela, la décision vous revient. Il n'y a pas de formule magique. Prenez soin de vos ARV, c'est tout. Soyez observants au traitement. Si vous avez des soucis particuliers, allez vers l'agent de santé qui vous suit. Prenez les dispositions. J'ai mon mari qui me dit souvent, que le VIH, c'est une richesse qu'on ne partage pas. C'est une richesse qu'on ne partage pas. Que cette infection soit pour nous une richesse que nous ne devons pas partager. Avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit. Gardons-le pour nous, quoi. Que ça ne quitte pas, nous, notre organisme, pour aller vers quelqu'un. Non. Donc, il y a encore de l'espoir. Si j'y suis arrivée, c'est que toi aussi, tu pourras y arriver. Donc, il faut que ça aille. Maintenant, aux jeunes, comme Jabin vient de le dire, ne prenons pas de risques inutiles. Il n'y a rien devant. Il y a le plaisir, après, c'est 2 minutes, 3 minutes, et puis c'est tout. Ne prenons pas de plaisir. Suivons les conseils. Essayons de nous éduquer, d'aller plutôt à la vraie information de qualité pour vraiment éviter certains pièges de la vie, parce que ça n'en vaut pas la peine. 2 minutes, 3 minutes de plaisir pour impacter toute ta vie, pour handicaper toute ta vie demain. Pour hypothéquer toute ta vie demain, ça n'en vaut pas la peine. Donc vraiment, prenons sur nous-mêmes ce désir-là de ne pas nous faire infecter, de ne pas se faire infecter, de vivre une vie vraiment qui nous honore. Merci. Merci beaucoup, Ayette. Aux jeunes adolescents porteurs du VIH/SIDA, autant pour moi, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes là également pour porter la voix des sans-voix. Nous sommes là également pour vous soutenir sans vous stigmatiser, parce que nous comprenons vraiment ce que vous vivez. Maintenant, à tous les jeunes, il est très important de noter que le VIH, ce n'est pas seulement par les rapports sexuels, les moyens de contamination, c'est ce qui est bizarre. Ce n'est pas seulement par le sexe. Il y a des objets tranchants, il y a également de la vie, de la mère à l'enfant. Voilà, la mère à l'enfant, etc. Donc,
les objets souillés également, il est très important qu'on puisse se protéger. Protégeons-nous, allons vers la bonne information. Nous sommes toujours là pour donner la bonne information. Et aussi, souvenez-vous, vous êtes le présent et l'avenir du pays. Pour un développement durable de votre pays, vous devez également vous abstenir ou vous protéger. Merci. Justement, parce que ce que les aînés ont commencé, c'est à vous qui tendront la perche, c'est vous qui allez continuer et finir. C'est important ce qu'Ayad vient de dire. Noël? Ok, merci. Aux jeunes séropositifs ou bien vivant avec le VIH, je vais juste leur dire que le virus, la lutte en matière du VIH a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de traitements qui sont là présentement adaptés. Et ça permet donc de supprimer votre charge virale. La charge virale, c'est le virus même qu'on compte dans le sang. Ça permet de supprimer votre charge virale et vous allez vivre. Le plus important, c'est de prendre normalement le traitement en respectant la dose et les heures de prise. Maintenant, s'il y a petit souci, contactez très rapidement votre agent de santé qui vous suit et puis ce serait réglé. Maintenant, aux personnes séronégatives, je dis ceci. Si vous êtes séronégatif aujourd'hui, faites un effort de rester séronégatif après 100 ans. Ne prenez pas de risques en disant « je vais essayer, voir ». Non. Est-ce que ça fait partie des choses qu'on essaie de voir? Parce que c'est des chemins de non-retour. Vous êtes séropositif à vie. Donc, si vous êtes séronégatif, vous pouvez devenir séropositif si vous n'avez pas pris les dispositions nécessaires. Donc, prenez tout ce que vous pouvez avoir comme armement pour ne pas tomber dedans. Et armement, c'est simple. Soit c'est l'abstinence sexuelle jusqu'au mariage. Et avant de faire le mariage, c'est simple. Vous prenez votre conjointe, vous allez dans un centre de pharmacie et puis vous allez vous faire dépister. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà ce que je vais dire. Et bravo encore une fois à Mathilde. On a besoin donc des témoignages pareils pour pouvoir démystifier. Je le dis toujours, si nous voulons que d'ici 2030, on ait une génération sans VIH, il va falloir que... Il faut de tels témoignages et de tels engagements. Merci beaucoup. Noël, vous aviez dit tout à l'heure que c'est après 10 ans que les signes apparaissent. Non. Voilà, je n'ai pas fini. Voilà, vous allez... Parce que quelqu'un nous écrit depuis Accra que c'est ce que lui a entendu. Non, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Noël a dit? C'est pas ça. Noël a dit ceci, que vous pouvez être contaminé aujourd'hui par le virus. Le virus va rester dans votre organisme et les premiers signes peuvent commencer après 10 ans. Tout dépend de votre système immunitaire. Voilà. Vous pouvez être contaminé aujourd'hui, après 3 mois, vous commencez par avoir des signes. Mais vous pouvez aller aussi à l'extrême 10 ans. Tout dépend de votre système immunitaire et de comment vous vivez votre vie, c'est-à-dire les soins que vous prenez à votre santé. Voilà ce que j'ai dit. Le dépistage est très important. Le dépistage est très important. Cher ami qui nous a écrit depuis Accra, cela dépend du système immunitaire de chacun. C'est ce que Noël a dit. Noël n'a pas dit que chez tout le monde, c'est après 10 ans. Quelqu'un d'autre me demande, est-ce que c'est forcément par le dépistage qu'on peut connaître sa sérologie? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Il n'y a pas de moyen. Il y a une autre magie? Il n'y a pas de moyen. Pas de magie. Le seul et unique moyen de connaître son statut sérologique, c'est d'aller... C'est la porte d'entrée, en fait. C'est pourquoi il faut le faire souvent. C'est la porte d'entrée. Souvent. Avec quelle périodicité? Oui, en fait, l'idéal, c'est chaque 3 mois. Chaque 3 mois. Mais on se dit maintenant, bon, une fréquence de 2 fois par an, c'est bon. Okay. Une fréquence de 2 fois par an, c'est bon. Maintenant, si tu le fais, parce que on appelle la période de séroconversion qui existe. Si tu es infecté, genre tu prends le risque aujourd'hui, tu prends un risque aujourd'hui, tu te fais couper, ou tu prends un risque aujourd'hui. Si tu étais séronégatif et que tu prends un risque aujourd'hui et que tu y vas 2 jours après pour faire ton test, si tu devrais être positif, ce n'est pas... Dans ce laps de temps-là. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, du coup, quand tu fais le test dans ce laps de temps, on te dit de revenir dans 1 mois pour reconfirmer ton test. Pendant ce temps, le virus aura le temps de, s'il y en a vraiment, de se faire voir. C'est ce qu'on appelle la période de séroconversion. Donc, après chaque dépistage, on te redonne un rendez-vous d'1 mois pour reconfirmer, tout en disant à la personne de ne plus prendre de risques
pendant ce laps de temps-là, de ne pas prendre de risques. Si c'est des rapports sexuels, que ça soit protégé, si c'est d'utiliser, en tout cas, prendre toutes les dispositions pour qu'il n'y ait pas de prise de risque pendant cette période de 1 mois avant de revenir faire la confirmation. D'accord, merci beaucoup Mathilde. Nous allons bientôt nous séparer, mais il y a un point qui est très important pour moi. Ayat l'avait émis tout à l'heure. Il s'agit de nos sœurs qui, est-ce que ce n'est pas la pauvreté? Je ne sais pas comment développer ce point. Qui par besoin se donnent à des hommes pour avoir de l'argent. Et ces hommes leur imposent n'importe quelle pratique sexuelle, exposant leur vie à jamais. L'argent, vous allez l'utiliser toute votre vie? Je me pose la question, cet argent que ce monsieur vous donne, et c'est à cause de ça qu'il ne porte pas le préservatif ou qu'il vous demande de faire des pratiques sexuelles qui vous exposent, vous allez utiliser cette somme, même si c'est 1 million, vous allez l'utiliser pendant toute votre vie? On a généralement... On ne pense pas à ça. Justement, c'est ça. On pense au tas présent, le besoin immédiat qui nous accule. Généralement, on dit point d'interrogation. Point d'interrogation. Pour dire, l'argent, peut-être que c'est 5 000 francs. Quand tu sors avec 5 000 francs, que tu vas retenir à la maison. À cause de 5 000 francs, tu as VIH-Sida, que tu vas même peut-être ignorer et qui va détruire ton corps avant que tu ne te rendes compte. Donc, un conseil, c'est comme on l'a dit, de ne pas prendre de risques inutiles. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu es obligé de te donner comme tu veux. Et c'est ça même qui C'est vrai qu'il y a alimente. des gens qui vont nous critiquer, qui ne vont pas nous comprendre, parce qu'ils se disent, c'est parce que vous ne vous êtes pas retrouvés dans cette situation que vous la critiquez. Toute personne est passée par une phase pas possible dans sa vie. Très difficile. Mais le choix est le mobile. Est-ce que vous voyez? Donc, mes chères copines, c'est important. Qu'est-ce que j'ai lu sur Facebook la fois dernière? Les jeunes filles, cherchez à faire un travail. Vendez du pure water. Vendez de la friperie. Hein, cherchez à faire quelque chose avec vos 10 doigts. Cela va vous éviter de vous exposer. Nous sommes à la fin de nos échanges. Je vous remercie du fond de mon cœur, surtout Mathilde, d'avoir accepté de témoigner de ce que tu as vécu, mais de la façon positive dont tu l'apprends aujourd'hui. Chers amis de Podium Jeunesse, même si la lutte contre le VIH-Sida revêt un visage moins mortifère aujourd'hui, le VIH n'en reste pas moins un redoutable adversaire. Certes, les jeunes sont au cœur de la pandémie, mais ils sont aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus grand espoir pour lutter contre cette maladie. La propagation du VIH peut être interrompue. Pour cela, il faut axer les efforts sur les jeunes parce qu'on ne doit plus avoir une nouvelle génération infectée par le VIH. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. Je remercie mes 2 assistantes, Lorraine Peto et Andrea Magnon. À samedi.